Salut les petits foies à la crème et bienvenue dans Psychorama pour la seconde partie du cycle consacré à la perversion. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de conserver encore un ancrage psychanalytique. Et tel un Perforas des divans, je vous propose une petite devinette. Pourquoi utilise-t-on le même mot perversion pour désigner une déviance sexuelle et une personnalité manipulatrice? Pas facile, hein? Eh ben, on va tâcher d'y répondre. Aujourd'hui, une histoire de perversion, tome 2, le clivage du moi. Dans l'épisode précédent, je vous avais décrit comment, une fois confronté à l'angoisse de castration, le jeune enfant avait parfois recours au déni et au fétiche pour échapper à cette angoisse. Et si vous êtes toujours là, c'est que ça vous intéresse, surtout les deux du fond qui continuent à se tripoter. Eh oh! On arrête et on se concentre. Ouh! On écoute. Ils sont contents, ils sourient, mais ils n'arrêtent pas. Hein. Bref, revenons à nos pervers. 1938, Freud explique les effets du déni sur le développement de la personnalité. Cette manière de résoudre le problème, ou plutôt de ne pas résoudre le problème de la différence des sexes, le déni, va aussi déterminer la construction psychique du futur adulte. Le psychisme va se couper en deux parties qui vont ensuite coexister sans jamais se rencontrer. C'est le clivage du moi. Coucou, tu veux voir ma bite? Non. Une partie du pervers identifie l'absence de pénis féminin et reste connectée à la réalité. Mais bien sûr que les femmes n'ont pas de pénis. C'est ce qui lui permettra de s'y adapter et d'avoir une vie sexuelle à peu près normale. Et l'autre partie ne reconnaît pas la différence des sexes, échappe à la menace de castration et reste dans une sorte de toute-puissance infantile. Tu parles, je suis sûr qu'elles en ont un, et je le prouverai. Quand Freud dit, je cite, « On ne devient pas pervers mais on le demeure », c'est parce qu'on a tous été des bébés pervers polymorphes, plusieurs formes, mais certaines personnes sont restées au fond un gros bébé. Vous avez déjà observé un bébé? Égocentrisme, aucune empathie, nos sentiments ils s'en cognent. C'est moi je. Non mais c'est vrai, il y en a que pour leurs pommes. Leurs désirs sont des ordres. Ils n'hésitent pas à nous manipuler pour satisfaire leurs envies. Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils ne supportent pas la frustration. Et quand ils font des bêtises, aucune remise en question, aucune culpabilité. Vous avez déjà vu un bébé reconnaître ses torts? Ok, j'ai compris, vous êtes fatigué, je vais aller me calmer et bouquiner Poppy dans mon coin. Et excusez-moi encore pour tout à l'heure, je recommencerai plus. D'ailleurs, je conçois que les épinards ce n'est pas bon, mais qu'il est quand même important d'en manger. Vous avez déjà vu un bébé dire ça? Non, bon, moi non plus. Aucune autocritique. Si c'est pas des pervers, ça. Une fois à l'âge adulte, le pervers restera ce gros bébé capricieux. Voilà pourquoi on utilise le même terme. C'est le même phénomène, le clivage du moi, qui expliquerait la perversion sexuelle et la perversion morale, ou narcissique si vous préférez. C'était la réponse à notre devinette initiale. Vous pouvez prendre la clé. Quand je serai plus grand, je serai dictateur. Et si je n'arrive pas au bonheur, alors je serai ministre de l'Intérieur. Dans les années 60, Jacques Lacan va peaufiner les théories freudiennes et dégager trois principales structures de personnalité. Névrose, psychose et perversion. De manière très schématique, traduire par les gens normaux, les fous et les méchants. Ou, pour les plus cinéphiles d'entre vous, les bons, les brutes et les truands. Savez-vous seulement quelle différence il y a entre un névrosé et un psychotique? Un psychotique, c'est quelqu'un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5 et qui en est pleinement satisfait. Alors qu'un névrosé, c'est quelqu'un qui sait pertinemment que 2 et 2 font 4. Et ça le rend malade. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau. Et la perversion va retrouver son sens médiéval de personne qui prend plaisir à faire du mal aux autres et à transgresser l'interdit. En fait, pour Lacan, le pervers, c'est un peu comme un joueur pathologique qui connaît très bien les règles du jeu, mais qui prend un malin plaisir à tricher, juste pour démontrer que ces règles ne sont pas fondées. Sa loi est au-dessus des lois. Et son plaisir, sa jouissance, vient de l'angoisse qu'il suscite chez l'autre. La principale différence entre un névrosé et un pervers vient de la fonction du surmoi. Vous savez, ce petit ange sur notre épaule, et qui se dispute en permanence avec un petit diablotin qu'on appelle le ça. Le ça, c'est l'incarnation de nos pulsions, nos désirs, notre part animale en fait,
Et le surmoi, c'est notre intégration de la morale, les interdits, les devoirs. Bref, chez le névrosé, ce conflit permanent va engendrer tout un tas de sensations désagréables. Doute, incertitude, sentiment de culpabilité, anxiété, peur, désespoir, etc. Mais oui, encore cette fameuse angoisse de castration, la principale angoisse des névrosés. L'angoisse surmoïque d'une représaille venant contrer un désir interdit, qui n'est pas forcément conscient d'ailleurs. Hein. Et oui, c'est pas toujours facile de supporter la réalité. Être névrosé, c'est relou. Et chez le pervers, il va y avoir ce clivage du moi qui permet d'échapper à la guerre interminable que se livrent le ça et le surmoi. Pas de conflit interne, pas de culpabilité. Être pervers, c'est pépouze. Ça fait longtemps que le diablotin lui a fait manger ses ailes au petit ange. Et qu'il a annexé l'autre épaule du pervers pour en faire sa résidence secondaire. Bon, par contre, c'est pour les autres que c'est désagréable. Parce que le fonctionnement névrotique, c'est aussi ce qui nous permet de tenir compte des autres, de faire des compromis et de tisser des relations adaptées, voire harmonieuses. L'autocritique, le contrat social, tout ça. Le problème, c'est que les états d'âme du névrosé, c'est justement ce qui va permettre aux pervers de les manipuler et d'exercer sur eux une emprise. Par exemple, on pourrait résumer Game of Thrones à l'histoire des pauvres Stark, gentils névrosés lâchés dans un monde pervers. Attention, spoiler alerte, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 6, arrêtez tout de suite de regarder cette vidéo. Arrêtez. Non, stop, on arrête. Pour les autres, prenez Jon Snow. Lui, c'est vraiment le névrosé type. D'ailleurs, rien que son identité de bâtard, il la vit comme une faute. Snow, bastard from the north. Il s'inflige lui-même sa punition, la castration, symbolisée par un magnifique ouvrage de glace, en s'engageant dans la garde de nuit. Un excellent moyen de ne plus culpabiliser pour son existence illégitime. Le mec droit dans ses bottes. Il respecte les règles sociales et vient en aide aux plus faibles, mais il est rempli de doutes et de scrupules. Et puis il se laisse déborder par ses émotions. Pour un pervers, c'est le jouet idéal. Ça tombe bien, en face de lui, il y a Ramsay Bolton, pour qui le mot scrupule est un pays éloigné où vivent les licornes. Sorry. Were you sleeping? Il ne s'encombre pas de remords ni de culpabilité. À force d'entendre le mot « pitié », il finit par se dire que c'est peut-être son prénom après tout. Pitié. Et Ramsay joue donc de Jon Snow comme d'un chat avec une souris. Par contre, il n'a pas d'amis, pas de famille, personne ne tient à lui, et il finit dévoré par ses chiens. Dur d'être un pervers. Alors bien sûr, Ramsay Bolton est un cas extrême de personnalité perverse. Heureusement, la plupart ne sont ni aussi habiles, ni aussi cruels. Et puis on a rarement l'occasion d'observer le clivage de sa personnalité. Pour illustrer ce concept, le clivage du moi, l'un des meilleurs exemples, c'est le gouverneur dans la série The Walking Dead. Attention, j'ai bien dit la série et non la BD, puisque ce personnage n'a pas exactement le même profil de personnalité. Dans les comics, il a bien quelques traits pervers, mais c'est plutôt une sorte de psychopathe cruel et impulsif. Dans la série, on le voit d'abord comme un salaud, sanguinaire, manipulateur, sadique, qui n'hésite pas à éliminer toute personne faisant obstacle à ses projets, mais il prend quand même la peine de dissimuler cette part sombre de sa personnalité à la plupart des habitants de Woodbury. Ça fait partie de la manipulation. Et puis, une fois placé dans un autre contexte, on le voit devenir attentionné, empathique, protecteur et même authentiquement amoureux. On voit bien que là, il ne fait pas semblant, il ne triche plus. Alors on pourrait penser qu'il se névrotise. Ça devient un gentil, sauf qu'il ne va pas pour autant ressentir des doutes, des remords ou de la culpabilité comme le ferait un véritable névrosé. Et chassé le naturel, il revient aussi sec au galop. Dès que des personnes risquent de compromettre ses intérêts, il les élimine sans aucun remords. D'ailleurs, quand sa face sombre reprend le dessus, sa première victime, c'est son acolyte, Martinez. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qui connaît son identité perverse. Il l'élimine justement parce qu'il menace son clivage. Les univers de fiction regorgent de personnalités perverses, fonctionnant sur le mode du clivage. Le plus souvent, c'est des vilains, mais pas que. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Anakin Skywalker et Dark Vador, Walter White et Heisenberg, Dexter Morgan et son Dark Passenger. Quoi les deux du fond ? Votre agent de probation, un gros bâtard et une poucave ? Non, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Quand
Entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Alors après, il va y avoir pas mal de controverses au sujet de ce caractère pervers, théorisé par Freud puis Lacan. D'autres auteurs, comme Mélanie Klein, vont plutôt envisager la perversion non pas comme une structure de personnalité, mais comme un mécanisme de défense inconscient contre la psychose, la dépression ou encore contre les angoisses de castration et de séparation. D'autres encore, comme Claude Ballier, estiment qu'on peut être organisé de manière perverse ou présenter uniquement des conduites perverses ponctuelles. Autrement dit, dans certains contextes, les névrosés peuvent avoir eux aussi recours au clivage. Prenez l'exemple du type qui trompe sa femme pour la première fois. On l'appellera Lionel pour changer un peu. Au moment de rentrer chez lui, il éprouve de l'anxiété, il a peur, il se dit que ça va être difficile de dissimuler son forfait à sa compagne, il craint que sa trahison se lise sur son visage, il se dit que peut-être il a tout gâché, il s'en veut, bref, il culpabilise. Voilà bien une réaction de névrosé. Et puis le temps passe, finalement il n'est pas démasqué, et la castration, la punition, ne vient pas. Et puis Lionel y retourne, il y prend goût, et il finit par entretenir durablement 2 liaisons à la fois. Au bout d'un moment, il va s'arrêter de culpabiliser. Parce que sinon ce serait intenable, il passerait sa vie à culpabiliser. Donc Lionel va avoir recours au clivage. Ça lui permettra de supporter sa vie de couple au quotidien, comme si cette seconde liaison n'existait pas. Alors, est-ce que ça fait Lionel un pervers ? Non, maintenant, imaginez Lionel en train de déjeuner pépouze avec sa régulière. Et là, le téléphone, bien en évidence sur la table, sonne. Lionel reconnaît le numéro de son amante. Et là, c'est le drame. Les deux parties clivées de la personnalité de Lionel se rencontrent. Et bim, le clivage saute. Horreur. Pendant un petit moment, Lionel va se retrouver totalement démuni face à l'angoisse de castration. Et si sa rombière ne calcule rien à l'affaire, hop, ni vu ni connu, retour au clivage, on oublie tout ça, un mars et ça repart. Attention toutefois, si vous prenez l'habitude de cliver, vous risquez de vous pervertir de façon durable. Et vous pourriez devenir ce voisin dont on dit « Ah, Lionel, on n'aurait jamais pensé, hein. Il était toujours très poli dans la cage d'escalier, jamais un mot plus haut que l'autre, il disait toujours bonjour. Ah, ça a été un choc, hein. On a appris avec maman qu'il avait égorgé sa famille déguisé en tonton David. Ah, maman. Ugly motherfucker. Ah, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose ne tourne pas rond. Eh oui, on pourrait tous, un jour, basculer du côté obscur de la force. Is the dark side stronger? No. But easier, more seductive. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Bon, mais alors, c'est bien beau tout ça, mais c'est les théories. Mais qu'en est-il de la réalité clinique, celle du terrain actuel ? Aujourd'hui, on sait que le clivage est effectivement le mécanisme de base des personnalités perverses. Les pervers narcissiques, comme on dit vulgairement. Par contre, l'assimilation des deux concepts, perversion sexuelle et structure de personnalité perverse, eh ben ça, c'est certainement une erreur. Un pervers sexuel, fétichiste, ne sera pas forcément un grand pervers, manipulateur et cynique. Et un pervers narcissique n'aura pas forcément de déviance sexuelle. Enfin, si ce n'est la jouissance liée à une situation d'emprise, de toute puissance sur l'autre. Finalement, leur seul point commun, c'est certainement leur tendance à réduire l'autre à l'état d'objet, de fétiche. Le problème de ces théories, c'est qu'elles ont produit une sorte de glissement sémantique. Et ça crée une telle confusion que chacun, y compris les psys, va interpréter le terme pervers à sa sauce et dans un sens généralement péjoratif. Pervers, c'est devenu une sorte d'insulte. Sans parler du concept de pervers narcissique de Paul-Claude Racamier, un équivalent de la structure perverse décrite par Lacan, quelques années avant, et qui a été complètement dévoyé, perverti par la psychologie populaire. Vous constaterez d'ailleurs que je n'ai volontairement pas développé ce concept, mais j'y reviendrai prochainement. Voilà, vous savez désormais comment la psychanalyse a théorisé le développement de la perversion. Côté bibliographie, vous pouvez lire Le clivage du moi dans les processus de défense de Sigmund Freud, un de ses derniers écrits avant de mourir. Pour finir, je vous propose un petit résumé de notre tuto concept. Pour éviter l'angoisse de castration liée à l'absence de pénis féminin, l'enfant pervers polymorphe, et qui compte bien le rester, a recours au déni et au fétiche. Cela aboutit au clivage du moi, autrement dit, une personnalité coupée en deux, perverse, c'est-à-dire immature, manipulatrice et toute puissante à l'âge adulte. Tout ça parce que les petits garçons ont peur de perdre leur pénis. Et pour les filles alors ? Ça se passe comment ? Réponse dans le prochain épisode de Psychorama. Et en attendant, prenez soin de vous, mais pas trop quand même.